On a souvent l'impression que le monde de la culture est un monde plutôt fermé, que c'est difficile d'y accéder. On se demande quel parcours il faudrait suivre pour devenir danseur ou musicien. J'ai l'impression que c'est encore pire pour la magie. En effet, cet univers est connu pour exister et subsister de par ses secrets qu'il ne faut surtout pas dévoiler. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir en découvrir un peu plus sur ce monde si mystérieux. Et pour ça, faut que t'écoutes Quentin Métainier. Salut Quentin! Salut Camille. Alors comment on fait pour devenir magicien? Oh, c'est une très bonne question. Il faut ne pas avoir peur de la solitude, je pense. Il faut ne pas avoir peur de l'endurance, des crampes aussi. Parce qu'il faut bien commencer par là à un moment donné. C'est-à-dire que la magie est en fait le seul art qui nécessite le regard de l'autre pour exister. C'est-à-dire qu'un danseur peut danser devant son miroir et la danse va exister, il va danser. Un chanteur peut chanter tout seul et il va chanter. Alors qu'un magicien qui fait de la magie tout seul, c'est pas de la magie, c'est de la technique. 1 + 1 fait 2. Mais la magie se produit dans l'esprit du spectateur qu'on a en face de nous. S'il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas de magie, il n'y a que de la technique. Donc c'est le conte est très vite fait, le rendu est très vite vu. Et voilà, c'est... Comment on fait pour devenir magicien? Il faut ne pas avoir peur, prendre son temps, faire les choses bien, être patient et se renseigner, parce qu'en vrai il y a des cours qui sont donnés, mais il y a des sites de magie aussi sur lesquels on peut retrouver beaucoup d'enseignements. Il y a des cours que tu peux prendre, moi j'en donne par exemple, mais après c'est beaucoup de temps chez soi, seul devant son miroir aussi quoi. C'est une passion. Aujourd'hui j'ai des cartes en main un petit peu comme, je sais pas, un fumeur aurait une clope dans la main, tu vois. Dans les moments où je suis stressé, j'ai tendance à vouloir chercher mes cartes pour faire un truc et au moins avoir un truc sur lequel avoir le contrôle dans mon quotidien. Et toi alors, tu as pris des cours pour devenir magicien? Nope. Enfin, un parcours, t'entends en physique ou en DVD? Ben les deux. Alors, en physique, non, j'en ai jamais pris, en physique. Alors, parce que je savais pas trop où chercher non plus, c'est vrai que c'est un peu obscur quand on connaît pas, on sait pas trop où chercher, je pense que j'ai appris à pas mal de gens qu'il y avait des sites de magie, par exemple, les gens ne le savent pas, ça. Donc moi, j'en ai pas pris des cours de magie parce que je savais pas. Maintenant, j'ai pris beaucoup de DVD, beaucoup de formations en ligne pour pouvoir faire. Alors, on n'était pas du tout dans la vague coach, hein. C'est pas ça, hein, dans la vague coach en ligne, formation. C'est pas du tout ça. C'est les magiciens font des DVD, font des masterclass dans lesquels ils dispensent leur savoir, partant de là, t'achètes ça et puis tu bosses tout seul chez toi. Et alors pourquoi est-ce qu'on devient magicien? C'est une excellente question. Pourquoi on devient magicien? J'ai pas la réponse. Alors pourquoi toi tu as voulu devenir magicien? C'est plus ça. Quand j'étais au collège, parce que c'est là que ça a commencé. Quand j'étais au lycée, c'est là que ça a commencé pour moi la magie, pardon. Mais même avant au collège, le problème était le même. J'étais très très égotique. J'étais très 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 vaniteux, très plein de choses sur lesquelles j'ai dû un petit peu travailler, mais j'avais beaucoup de défauts comportementaux, si tu veux, d'un point de vue social. Moi, je m'en foutais, c'était moi le meilleur, et puis je le disais haut et fort, et puis voilà, tu vois. Et puis si les gens n'étaient pas d'accord, ça m'énervait, et du coup je m'énervais, et voilà. Donc bon, j'ai vu un mec dans ma chambre d'internat faire de la magie, et je me suis dit, mais putain, mais il a la classe quand même, en fait. Et je me suis dit que ça pouvait encore... me faire sentir mieux, me faire sentir meilleur, parce qu'en réalité on est vaniteux et égotique quand ça va pas, hein, généralement. Hein. Et je me suis dit, mais ça va être trop bien, quoi. Et en fait, je me suis lancé là-dedans, et je me suis rendu compte de la galère que c'était, donc c'est limite pas des cartes qu'il faut acheter en premier, mais des rames, presque. Parce que tu t'embarques dans un fleuve avec un canoë troué, quand même. Hein. Donc voilà, j'ai commencé d'abord pour ça, je dirais, pour satisfaire une soif d'ego et un désir de reconnaissance, et un besoin d'être regardé, un besoin d'attention de manière générale. Et puis en fait, chemin faisant,
Ça se transforme en passion, et puis chemin faisant, ça se transforme en métier. Et puis voilà, c'est de là que ça part à la base. C'est pas des causes très nobles, mais ça peut le devenir par la suite. Une situation n'est pas fixe là-dessus, quoi. Tu as dit donc, on commence par acheter des cartes. Du moins, c'est ce que toi, tu as fait en voyant ton ami du lycée manipuler des cartes. On sait qu'il y a d'autres formes de magie, donc avec des cartes, mais aussi avec des balles, des anneaux, des foulards. Et il y a aussi la grande illusion, la magie de scène. Donc, très concrètement, si moi, demain, j'ai envie de faire voler une voiture sur scène, comment est-ce que je fais ? Alors, la première solution qui est la plus simple et la plus chiante, c'est d'avoir un gros compte en banque. Ah oui. Sur la magie de scène, il y a beaucoup de matériel, c'est très très gros comme structure, hein. C'est des shows juste gigantesques et ça coûte un fric fou. Donc, soit tu décides de commencer à faire ça, et c'est-à-dire que tu vas acheter les illusions, matos tout prêt et tout, soit tu vas aller sur les sites de magie et tu vas acheter les plans de conception de grandes illusions. Et partant de là, si t'es pas Bob le bricoleur, tu t'en sortiras pas. Parce qu'une fois que t'as les plans, il faut que tu t'embarques là-dedans, mais c'est là que c'est important de signaler aussi que le simple fait d'avoir la mécanique d'un tour ne veut pas dire que tu sais le faire. Le simple fait de savoir comment ça marche ne veut pas dire que tu sais le faire. En magie, je prends l'exemple de la magie parce que c'est mon cas, mais c'est pareil partout, hein. C'est pas parce que tu sais faire un truc que tu sais le faire bien. C'est pas parce que t'achètes les grandes illusions que derrière, sur scène, tu vas pas te foirer parce que... Voilà, c'est important du coup de savoir aussi, il est aussi question de ça, de savoir gérer ta scène, gérer ton public, gérer tout ce que tu veux pour pouvoir faire un spectacle. Mais si tu veux faire de la grande illusion en soi, achète des plans ou achète les tours et pars là-dessus. Et tu peux très bien le faire. J'ai l'impression que c'est même presque deux métiers complètement différents finalement, de faire du close-up et de la grande illusion sur scène. Mais ça l'est. Ouais. Ça l'est. La meilleure comparaison que j'ai toujours moi pour dire ça, c'est prends par exemple je sais pas, la police. Tu vas avoir plusieurs corps de métier dans la police et tu vas prendre par exemple, je sais pas, la criminelle et la scientifique. Je suis sûr que si tu prends un mec de la police criminelle et que tu le mets dans la police scientifique, il va pas s'en sortir. Il saura pas faire. Ouais. Et pourtant on appelle ça la police. Ouais. Moi tu me largues dans un truc de grande illusion, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi par contre tu me largues dans un truc de close-up, je m'en sors plus. Et souvent d'ailleurs les magiciens qui font de la grande illusion font du close-up, ce qui n'est pas nécessairement vrai dans l'autre sens. Okay. Ceux qui font du close-up ne font pas régulièrement de la grande illusion. En magie, il est également question de savoir-être, de personnalité et d'interprétation. Toi, tu as un compte Instagram sur lequel on te voit faire de la magie. Ce sont des vidéos, la plupart du temps, très théâtralisées, où tu ne parles pas, et où tu t'es créé un personnage, et je dirais même un univers très singulier. C'est assez différent lorsque tu es en face à face avec des spectateurs pour t'avoir vu faire, puisque déjà tu fais usage de la parole, et j'ai l'impression que c'est encore un autre personnage que tu incarnes dans ces moments-là. Comment tu as fait pour te créer ces univers-là ? Où est-ce que tu as puisé tes inspirations ? Alors, déjà il y a la distinction réseaux sociaux et vraie vie. Le réseau social amène une contrainte de temps. Et je voulais pouvoir faire des choses qui soient impactantes, mais sans forcément me dénaturaliser, ou du moins je veux dire ne plus faire ce que j'aimais. Et du coup il a fallu que je trouve un moyen de faire un truc rapide. J'ai d'abord lancé un premier personnage qui s'appelle Brandon. Brandon, ça a été super en fait, parce que c'était un personnage marrant et j'aimais bien cette idée. Brandon, le truc qu'il avait, c'était que c'était pas lui qui faisait la magie, la magie se produisait et il comprenait pas ce qui se passait. Voilà, tu vois, il était victime des tours qui se passaient. Et ça faisait marrer. Évidemment, quand je suis en vrai, je fais beaucoup plus de théâtre et d'interaction avec les gens, parce que c'est en partie pour ça que je fais ce taf maintenant. C'est que moi j'ai besoin de contact avec les gens, j'ai besoin d'échanges, parce que je crois que c'est ce qui nous forge en tant qu'être humain, c'est la rencontre avec les autres. Et ça me semble très important de ne pas perdre ce contact. La magie a ce don, à côté de beaucoup d'autres disciplines, de casser la glace directement. Et de pouvoir tout de suite créer un lien d'amitié. Moi, dans mon personnage, ça me tenait à cœur d'ajouter du théâtre parce que j'ai fait 15 ans de théâtre, j'ai fait le conservatoire, donc ça fait partie de moi. Et je voulais pouvoir
quand même échanger ça. Pour construire le personnage, et ben, pour répondre un petit peu plus à ta question, ben, tu pars de toi en fait, parce que tu triches pas en magie. Enfin, il y a plein de gens qui créent des personnages et ça peut être très 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 bien fait, comme très 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 mal, et ça peut les desservir. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, si je partais de moi et que j'exagérais un petit peu les traits, ça le faisait. Ok. Et du coup, je suis parti de moi, j'ai regardé un petit peu, en faisant des essais bien sûr. Je me suis beaucoup inspiré d'un magicien qui s'appelle Jan Frisch, qui fait un tour justement où, avec une routine qui s'appelle Baltas, avec laquelle il a gagné les championnats du monde, donc tout est dispo sur YouTube. Et effectivement, sur ce truc-là, eh ben, il est dépendant et puis il subit la magie qu'il a fait. Je sais que moi, par exemple, dans le toucher, je m'inspire énormément de Jean-Pierre Valarino. Dans la mentalité et dans l'approche des spectateurs, je m'inspire énormément de Dominique Duvivier. Ou dans l'approche des spectateurs de Darren Brown aussi, par exemple, en Angleterre. Ou de Danida Ortiz en Espagne. Et je sais pas, dans la technique, ben pareil, de toute l'école espagnole et de différentes personnes en fait, tu vois. C'est une espèce d'idée qui arrive. Ah, mais cette idée est super en fait, et cette idée est super. Et en fait, ces deux idées ensemble, mais elles sont top. Et puis bam, ça part. Et t'ouvres un boulevard à chaque fois. Et quand tu dis dans le toucher, c'est le toucher des cartes ? Ouais, ce qu'on appelle le handling, c'est-à-dire le... Imagine, voilà, tu vas te donner deux touchés différents, tu vas prendre un mec où t'as l'impression que les cartes flottent dans ses mains parce qu'il tient les cartes du bout des doigts, que c'est très aérien, et puis un autre qui est très pâteau, ce qui peut être très très bien, attention, je critique pas, qui peut être très pâteau, mais les cartes vont être au fond des mains, et puis ça va plus taper sur les tables et tout, machin, et puis tu as l'impression qu'il va être plus maladroit. C'est deux touchés différents. Ok. Et ces deux touchés peuvent être voulus ou involontaire. En fait, le but du magicien, du coup, j'imagine, c'est de pouvoir avoir le pouvoir là-dessus et de choisir ouais, absolument. sa façon de manipuler les ouais, cartes. Complètement. Donc tu mêles le théâtre à la magie. Est-ce que pour toi, il peut y avoir d'autres arts complémentaires à la magie ? Bien sûr, tous. La magie, en fait, c'est l'art par excellence où tu peux faire ce que tu veux. T'as une idée, je sais pas, j'ai envie qu'un danseur vole sur scène. Bon, bah on va bosser, du coup la magie va avoir lieu. Tu vois, en fait, la magie, c'est le caméléon, c'est le papier calque, sur lequel on met tout ce qu'on veut et sur lequel on adapte tout ce qu'on veut. Je sais pas, même en architecture. Je vais te raconter un truc. Je me rappelle quand j'étais plus petit, mon père travaillait en Slovaquie. Et j'étais allé le voir une fois une semaine. Et il y a un bâtiment en Slovaquie, c'est une pyramide à l'envers. Oh, la classe. Ouais, la classe. Et je me rappelle que il me l'avait montré de très loin, depuis un point de vue dans les montagnes. Mmh. Et je me rappelle que, évidemment, physiquement, c'est pas possible qu'un bâtiment tienne sur une pointe. Donc, et puis même pour rentrer dedans, ça doit être très compliqué, tu vois. Donc en fait, ils avaient coupé évidemment la pyramide, donc ça tombait sur un petit carré, et puis ça montait comme une pyramide à l'envers. Mais moi, de loin, j'étais persuadé que ça tenait sur la pointe. Et je me suis dit, mais putain, mais attends, s'il y a un coup de vent, comment ils font ? Ou alors s'il y a trop de gens d'un côté, ça va se casser, tu vois, ça va se casser la gueule. Et j'étais rentré de Slovaquie ensuite, et j'étais retourné en France, et puis ils avaient demandé, ah ouais, à l'école, ah comment s'est passée ta semaine et tout. Bah j'ai vu une pyramide à l'envers, elle tenait sur la pointe. Ma prof, elle m'a fait, bah non Quentin, c'est pas... Elle tenait sur la pointe. Tu vois, architecture, et puis c'est de la magie. C'est de la magie. C'est de la magie, tu vois. Tu peux foutre de la magie où tu veux. Même en cuisine. Je pense à mon ami Yves Carbonnier qui par exemple faisait une formule de prestation où il allait faire du close-up et à côté de ça il créait un menu complet où il faisait que des trompe-l'œil. Ouais, c'est marrant. Tu vois ? Ouais. Et du coup là effectivement t'as un côté magique, un côté surprenant, inattendu de la gastronomie aussi. Pourquoi pas ? Au final, tout le monde peut faire de la magie. Ouais, je crois bien que ouais. Mmh. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il existe finalement autant de magie que de personnalité ? Seigneur, oui. Ah ouais, tout à fait, bien sûr. Évidemment. Et surtout, tu peux apprendre de tout le monde. Ouais. Mais c'est pas parce que, je sais pas, je prends David Copperfield, va pouvoir apprendre de toi qui a commencé la magie il y a 5 minutes. Mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, c'est simplement qu'il y a un moment donné, tu peux apporter une naïveté ou tu peux apporter une expérience. Et ben c'est pareil. Parce que même si dans l'ensemble, David Copperfield va comprendre, et ben peut-être qu'il y a un moment donné où ton jeu, ton jeu ou autre chose, tu vas le tenir d'une certaine manière, et il va peut-être se passer un truc où lui, il va se dire, mais attends, mais ce truc-là, peut-être que je peux l'utiliser pour ça, en fait. Et tu vas pas l'avoir fait exprès, mais tu vas avoir appris un truc à David Copperfield.
Et chacun a sa façon de faire. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Tu as dit tout à l'heure que tout le monde pouvait faire de la magie. Et moi, je constate qu'il y a très peu de femmes dans le monde de la magie. Comment est-ce que toi, tu expliques cela ? Alors, c'est marrant que tu parles de ce sujet-là. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il sort ton podcast, mais dans 2 semaines, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo justement sur ce sujet, sur la place des femmes dans la magie qui sort. C'est très très difficilement explicable. En fait, avec les recherches que j'ai pu faire pour essayer de mener à bien cette vidéo, je me suis rendu compte qu'on n'a pas d'explication claire et nette. C'est-à-dire que soit c'est un effet de masse qui aujourd'hui, on sait pas trop pourquoi, nous fait dire bon bah la magie c'est un truc de mec, parce qu'il y a 2% de femmes dans la magie. Soit c'est un événement social qui s'est passé au courant de l'histoire, qui aujourd'hui est peut-être trop vieux ou trop bénin à la base, ça a peut-être fait boule de neige pour qu'on arrive à mettre la main dessus, et aujourd'hui qui fait dire aux femmes que c'est pas un métier de femme. Ce qui est complètement faux. Complètement faux. Les femmes ont largement leur place dans la magie. Et je vais même te dire plus, il y a énormément de magiciens. Beaucoup. Et c'est très difficile parce qu'il y a un moment donné, la magie suffit plus, il faut que tu fasses une différence. Si tu veux séduire un client, faut qu'à un moment donné, tu aies une différence. Et ben aujourd'hui, il y a tellement peu de femmes que le simple fait d'être une femme fait une différence. Ouais, c'est vrai. Il n'y a que 2% de femmes. Tu te rends compte ? Donc c'est un avantage au final. C'est un avantage de fou. Eh bien moi je suis une femme et je prends des cours de magie avec toi depuis quelques temps. Alors, tu es témoin, je suis ni très assidue ni très régulière, mais si je m'y mets à fond, à partir de quel moment est-ce que je vais pouvoir affirmer auprès des autres que ça y est, je suis magicienne ? Alors déjà, il y a une énorme différence entre... Bon, tu l'as dit, t'es pas hyper régulière, ce qui n'est pas grave, parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut de l'art magique. D'accord ? Tu peux très bien avoir envie d'apprendre à faire 3 tours de magie pour montrer à tes copains en soirée, pour les impressionner. C'est très drôle d'ailleurs à faire, hein. Ou tu peux très bien te dire, bah j'ai envie d'en faire plus sérieusement parce que je sens qu'il y a un truc dedans, et du coup j'ai envie de me lancer plus. Et même moi, en fonction de ces 2 données-là, eh ben je peux pas commencer pareil. Je peux pas demander la même chose à l'élève, et je peux pas mener mes cours pareil. Avec quelqu'un qui vient me voir en me disant je veux être pro, et quelqu'un qui me dit bah je veux juste apprendre à faire 3 tours à Tonton Jaco à Noël, bah c'est pas pareil pour moi, tu vois. Donc à partir de quel moment on peut affirmer qu'on est magicien ? C'est un questionnement qui est énorme, parce que je l'ai eu moi pendant un moment. La personne qui a commencé à me mettre à la magie, je me rappelle que tous les mois j'allais le voir en lui disant ça y est je suis magicien, tu sais, en mode l'air de rien. Et en fait j'attendais vraiment la réponse du ouais t'es magicien, ça y est. Tu deviens magicien à partir du moment où tu kiffes ce que tu fais, je pense. Je pense que tu deviens vraiment magicien à partir du moment où t'as bossé quelque chose sérieusement. Tu te poses plus la question de la technique. T'es uniquement dans l'échange avec les gens. Et tu fais vraiment ça pour les gens, plus que pour toi. Et pour te montrer à toi-même que t'es capable de le faire. À partir du moment où t'es complètement tourné vers les gens, et que tu arrives à mener à bien un tour, et que c'est agréable de le faire, et que t'arrives à t'éclater, t'es magicien pour moi. Le truc qu'il y a, c'est que prendre des cours ne suffit pas. C'est un accélérateur. Génial, formidable. Tu peux apprendre en 2 ans ce que moi j'ai appris en 5, si t'es régulier. Mais derrière, si tu pratiques pas chez toi, t'es mort. Il faut que tu te mettes devant un miroir. Il faut que tu bosses. Il faut que tu fasses. Le soir, tu mates un film sur Netflix, et ben en même temps, t'as tes cartes en main. Je sais pas. C'est pas bien ce que je vais dire. T'es en cours, t'as les cartes sous la table. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis désolé, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est pas bien. Mais t'as tout le temps. Tu penses qu'à ça au début. Mais ouais, je pense que t'es magicien à partir du moment où tu le fais pour les autres. Et où t'as vraiment envie de faire passer un bon moment aux autres. Et pour vraiment avoir envie de faire passer un bon moment aux autres, il faut que toi tu passes un bon moment. Et pour que toi tu passes un bon moment, il faut que tu sois à l'aise dans ce que tu fais. Et pour être à l'aise dans ce que tu fais, il faut que tu pratiques. La magie, ça demande une grande discipline, et je dirais même de l'autodiscipline. Parce que, comme tu viens de le dire, on se retrouve seul chez soi, on doit travailler, on doit se faire face à soi-même finalement. C'est un peu différent des autres arts comme la musique ou la danse ou que sais-je, puisque en fait, ces autres arts, c'est plus facile de trouver des cours où on va retrouver d'autres personnes qui pratiquent en même temps que nous, où on va être vraiment guidé régulièrement par un professeur. C'est plus rare de trouver des cours de magie, et donc, de par ce fait, ça demande une grande autodiscipline.
C'est une qualité qui va servir pour la vie de tous les jours, qui se développe avec la magie, mais que tu peux réutiliser dans d'autres domaines. Est-ce que toi, la magie t'a apporté d'autres compétences qui te servent pour la vie de tous les jours ? Ça m'a par exemple permis de développer des compétences en audiovisuel. Parce que j'ai une chaîne YouTube où j'ai envie de parler de ça. Et ça aussi, ça demande de la discipline. Et du coup, j'ai dû développer des compétences en montage. J'ai dû développer des compétences en son, je sais pas, en lumière. Et puis j'ai eu envie d'écrire mes tours. Alors ça m'a permis de développer des compétences en écriture. J'ai eu envie de savoir faire du mentalisme. Et du coup, il a fallu que je m'intéresse d'un petit peu plus près à tout ce qui est langage corporel, par exemple. Alors sans abuser, parce que je suis pas une flèche en langage corporel, tu vois, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais j'arrive à choper les infos qu'il me faut pour qu'une prestation se passe bien. Et pour ça, il a fallu aussi s'intéresser à la PNL, à la programmation neurolinguistique. Alors pareil, je suis pas un crack, pas du tout. Mais je m'en sers quand il faut. Parce qu'à certains moments, avoir plusieurs outils, maîtriser un petit peu, en soi je suis pas trop pour ça, parce que je serais plus à aller dans un domaine et à m'y faire à fond. Mais de temps en temps, c'est bien d'être un petit peu touche à tout, parce que de temps en temps, tu dis, ah bah cette compétence-là, clac, je peux la ramener à ce moment-là, parce que ça va me servir. Ça autodiscipline à plein de choses. Et puis surtout, ça m'a appris que, bah t'as rien sans rien, quoi. Malgré le fait que tu sois passionné de magie et que tu adores ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments de doute, des périodes où t'avais juste envie d'arrêter la magie, où t'en pouvais plus ? Comme je t'ai dit au début, t'as la boulimie. T'as la boulimie des tours, t'as la boulimie des techniques et tu fais. Donc moi, peut-être pendant 4 ans, j'ai pas arrêté, quoi. Et ensuite, j'en ai eu trop, quoi, j'en pouvais plus. Et du coup, bah voilà, il a fallu que je m'arrête, que je fasse un break. Et puis en fait, ça m'a juste permis de revenir et de reprendre un petit peu les bases, de reprendre d'un petit peu plus loin dans ma pratique. Et ça m'a fait du bien. Et je pense que c'est bien. On a tous les magiciens, à part Dominique Duvillier, tous les magiciens ont eu un moment où ils se sont arrêtés, tous. Je reviens un petit peu en arrière parce que je peux pas m'empêcher de penser à Timothée qui bat ses cartes sous la table parce qu'il a entendu Quentin Métainier dire que c'est ce qu'il fallait faire dans un podcast. Et en fait, il va voir le soir ses parents en leur disant « Ben, papa, maman, moi j'ai envie d'être magicien. » Et en fait, personne le prend au sérieux, quoi. Est-ce que toi aussi, ça t'a pris du temps pour te sentir pris au sérieux ? Et à partir de quel moment tu t'es vraiment senti pris au sérieux par les autres ? C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que moi, avant d'être magicien, je voulais être comédien. Déjà. Donc, je suis déjà arrivé chez mes parents en disant, bah, moi, je serai acteur. Ah ouais. Tu vois. Et puis un jour, je suis arrivé chez mes parents et je leur ai dit, je serai pas acteur. Je serai magicien. Ah, Il y a un moment donné où, bon, ça marche pas, quoi. Enfin, tu vois. Mes parents, ils devenaient fous. Donc, Parce que tes parents ne font pas du tout partie de ce milieu-là. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Ah non, c'est pas du tout la came de la famille. Hein. Je crois qu'il y a un moment donné où j'ai dû dire à mes parents que je serais magicien. Et que je leur laissais pas vraiment le choix. Parce que, enfin, je sais pas, je pense que l'éducation nationale n'est pas faite pour tout le monde. Je pense que tous les profils ne correspondent pas. Ça n'a pas été mon cas. Je crois aussi que on ne laisse pas suffisamment d'expression à l'art, à l'école, et que ça avorte beaucoup d'artistes, en devenir ou en puissance. Mais surtout, je crois que c'est tellement dévalorisé l'art, ou tellement vu comme un truc inaccessible, que personne se dit que c'est un projet viable. Parce qu'on n'a que l'exemple des élites. Alors qu'en vrai de vrai, c'est faux, c'est pas manichéen. Y a pas que des très pauvres ou des très riches en art. Tu peux en vivre, normal, sans forcément avoir des prétentions de, il me faut 18 000 euros ce mois-ci. Non, on s'en fout. De toute façon, c'est le jeu. Il faut aussi dire que financièrement, c'est le jeu. T'as des mois où tu vas faire beaucoup, t'as des mois où tu vas pas faire. Et qu'il y a une gestion de l'argent qui doit être faite. Moi, cette gestion de l'argent, j'ai été nul avec. J'ai pas géré ma thune, pas du tout. Je savais pas faire, je suis en train d'apprendre à le faire. Il faut être averti que non, ça va pas être tous les mois facile, tu vas pas tous les mois gagner de l'argent avec ça, mais c'est faisable. Il y a pas que des très riches ou des très pauvres, c'est faux. Ça, c'est faux. Et ça me semble important à dire.
Même si on a tous l'ambition de percer. Je l'avais pendant longtemps, je l'ai plus, l'ambition de percer. Et j'ai juste l'ambition d'être heureux avec ce que je fais. Et ça s'arrête là. Et peut-être que je vais être heureux et que la collatérale de ça, ça va être d'être connu. Mais je le cherche plus. Je me pose plus cette question-là. Du fait d'être magicien, est-ce que tu as l'impression quelquefois d'être perçu de façon différente par les gens qui t'entourent et par les gens que tu rencontres ? Alors par les gens qui m'entourent, non. Parce que les gens qui m'entourent, je m'entoure de très peu de gens. J'ai quelques personnes, mais ces personnes-là savent très bien que je ne suis pas magicien. Alors que pour les gens qui me rencontrent, j'ai très rapidement plus de prénom. Je suis très rapidement le magicien. Et ça fait d'ailleurs une différence fondamentale, on en a déjà discuté, toi et moi, entre le moment où ta passion est ta passion et le moment où ta passion devient ton métier. Le moment où ta passion est ta passion, c'est ton temps libre, ta passion. Le moment où ta passion devient ton métier, eh ben, ta passion n'est plus ton temps libre. Et tu vas fatalement, au bout d'un moment, avoir envie que ton temps libre soit autre chose. Ce qui fait que moi, quand je suis en soirée, par exemple, je n'emmène plus de cartes. Avant, j'avais tout le temps des cartes sur moi. Tu pouvais venir me voir quand tu voulais, j'avais tout le temps des cartes. Tout le temps. Maintenant que ça a été mon métier, eh ben non, j'ai plus tout le temps des cartes sur moi. Parce que j'ai envie d'autre chose. J'ai plus envie d'être le magicien. J'ai envie d'être Quentin. Et tu peux échanger. Oui, je fais de la magie. J'en fais. Mais c'est pas pour autant que tu peux me résumer à ça. Je suis pas ça. Je suis pas la magie. Je suis un mec qui a beaucoup de défauts, peut-être quelques qualités aussi, mais je suis pas ça. Et j'ai pas envie qu'on me résume à ça. Malheureusement, c'est un petit peu forcé. Parce qu'évidemment, quand tu rencontres des gens, vient la question de tu fais quoi dans la vie ? Ouais. Et t'as la sensation que les gens ne comprennent pas que ce soir t'as pas envie de faire de la magie, t'as juste envie de boire ta bière tranquille. Ah oui, non, ça, ils comprennent pas. Je rappelle que le mot travailler vient d'une racine latine ou grecque, je sais plus, qui signifie instrument de torture. Sérieux ? Travailler. Incroyable. D'accord ? Ok. C'est-à-dire que pour les gens, déjà dans l'étymologie du mot, ça veut dire tu vas en chier. D'accord ? Pour beaucoup de gens. Ça explique beaucoup de choses. Tu ne travailles pas. Si mec, je travaille. Bien sûr que si, je travaille. Mais c'est mon travail, t'es comptable, est-ce que je te demande de faire des divisions là en soirée ? Non, c'est pas ça. Pour les gens, c'est normal. Parce qu'en fait, quand on aime ce qu'on fait, c'est normal si t'aimes ce que tu fais, fais-le. Voilà, et puis je le dis simplement maintenant, je me prends plus la tête à essayer de justifier quoi que ce soit. Je dis juste, écoute, non, j'ai plus envie. J'ai pas envie. J'ai bien envie de discuter, on peut discuter de ce que tu veux, on peut discuter de magie, mais j'ai pas envie d'en faire. Parce qu'en plus, il y a une super chaîne YouTube sur laquelle tu peux aller voir tout ce que je fais. Donc... Finalement, la magie, c'est l'art par excellence pour aller à la rencontre de soi et de l'autre. Est-ce que tu as appris quelque chose justement sur toi et sur les autres ? Comme je te l'ai dit, j'étais très vaniteux et très égotique. La magie m'a appris que ça ne marchait pas. Je me rappelle de faire des prestats où les clients, à la place de faire « Waouh !» se marraient du personnage en disant à voix haute « Il est arrogant !» Il est arrogant. Sérieux ? Ouais. Ah, tu vois ? Et ça a été très difficile. Heureusement, j'ai travaillé. Heureusement, parce que ça marche pas. Ça a appris beaucoup d'humilité aussi. Parce que même à certains moments où tu te dis « Ah, ça fait 6 ans que je bosse et tout, je suis trop fort. » Et puis tu vas rencontrer un maître et le mec, il va te coucher. Tu vois ce que je veux dire ? Tu trouveras toujours plus fort que toi. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ouais. Non, bien sûr, ça m'a appris ça, surtout. Ce que ça m'a appris beaucoup, c'est que tu es responsable de l'effet que tu produis. T'es pas responsable de comment cet effet est accueilli chez les gens, tu vois, mais tu es responsable de ce que tu es. Et ça m'a appris beaucoup en magie. J'ai appris que si j'étais égotique, et ben fatalement j'allais apparaître comme un connard. J'ai appris que si je calmais le jeu un petit peu, et ben j'allais apparaître beaucoup plus humain. Et ça m'a fait du bien de paraître plus humain aux yeux des gens. Et de du coup, fatalement, voir plus de compassion,
voire plus de bienveillance aussi, et voire plus de caractère qui définissent l'humain dans son essence. La magie est l'art par excellence pour apprendre à se positionner par rapport aux autres. Toi, c'est ce qu'elle t'a appris à faire en te détachant de ton ego. Mais j'imagine quelqu'un qui est timide, par exemple, apprendra aussi à se repositionner et à s'ajuster pour reprendre sa juste place dans son interaction avec les autres. Est-ce que tu confirmes ça ? À force de travail, n'importe quel comportement peut être changé, mais tu peux mettre sur ton chemin certaines circonstances, qui peut être l'art par exemple, qui va te faire évoluer dans le sens que tu as envie. Ouais. J'ai bien envie de dire que tout vient d'une démarche artistique dans ce cas-là. Que tout s'inscrit dans un mouvement artistique. Et un mouvement artistique en tant que tel est en mouvement. Et qu'en partant d'un point A et en allant à un point B, la personne qui fait ce chemin va forcément évoluer sur le trajet. Donc la magie est peut-être plus propice dans le sens où effectivement tu es directement au contact avec les gens. Maintenant, ne pas dire que dans le théâtre, la danse, t'es pas directement en contact avec les gens, ça veut aussi quelque part dire que du coup tu fais ça pour toi. Parce que pour moi, même quand t'es sur scène, si tu fais les choses pour les gens, bah t'es directement avec les gens. Bien sûr. Ouais. Aussi. Je crois que quand t'es sur scène, la respiration d'une salle cale beaucoup de choses. Je pense à l'humour, je pense au théâtre. Quand on construit un spectacle, et ben entre la première et la 12e, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'on sait que à ce moment-là, il y a peut-être un rire. Et du coup, il va peut-être falloir faire une pause. Alors qu'à la base, on avait prévu de tout enchaîner. Donc t'es au contact avec les gens. Bien sûr. Tu restes attentif à ce qui se fait. J'ai pas envie de croire que la magie apporte plus qu'autre chose. Chaque activité, chaque pratique amène des compétences qui sont différentes. Maintenant, c'est vrai que je te rejoins sur scène. Dans une salle de spectacle, il y a ce mélange d'énergie qui se cumule et qui donne quelque chose d'assez incroyable, notamment pour les artistes. Quand on est sur scène, on ressent énormément d'énergie, on est à fond, et dès qu'on sort de scène, quelquefois on est complètement lessivé parce qu'on ne bénéficie plus de toute cette énergie qui s'est transmise de par les spectateurs, les artistes et tous les gens qui remplissent la salle. On retombe un petit peu de ce truc-là, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. J'ai déjà entendu des gens qui disent ah putain, l'énergie de la salle ce soir, c'était pas ça, je l'ai pas senti quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je dis, t'as besoin des gens. Ouais. T'as besoin. Tu fais ça pour les gens. Je vais utiliser le mot interdit. Avec le Covid, les salles de spectacle, les bars et les restaurants sont fermés. Comment est-ce que tu imagines l'avenir de la magie et du spectacle de façon générale ? C'est difficile là parce qu'on voit pas le bout du tunnel. Et que beaucoup de gens, dont toi, dont moi, on continue à créer dans l'espoir d'eux. Arrivera peut-être un moment où les gens vont se lever de leur chaise et taper du poing sur la table. Ce que j'espère. Ou alors arrivera un moment donné où on restera dans la léthargie. Les théâtres, au-delà de rester fermés, vont continuer à fermer définitivement, faute de recettes et de moyens. Mais comme je l'ai dit avant, tout est question d'espoir, pour moi. Et si on continue d'espérer, on continue de créer. Et si on continue de créer, l'art continue à vivre. Du coup, fatalement. Est-ce qu'on a besoin, si on oublie la magie, est-ce qu'on a besoin des gens pour que l'art existe ? Je refais un bond au début du podcast, mais non. Aucun art n'a besoin des gens pour exister. Même si, in fine, on fait ça pour que ce soit représentatif. Et pour que ce soit devant des gens. C'est le but de l'art aussi. Moi, je vois des nouvelles formes se créer. En magie, je vois beaucoup de spectacles sur Zoom, en vidéoconférence. J'ai vu dernièrement encore des spectacles dans la rue. Ça marche. Ça prend, ça le fait. Mais on veut revenir à l'ancien monde quand même. Il y a plein de choses qui font changer, hein. Le Covid a été révélateur de plein de comportements.
Mais disons que l'art était à sa place, et l'art avait le bon chemin à sa place. Et on veut juste pouvoir reprendre le même chemin là où on l'avait laissé. Et je crois que c'est ce que font tous les artistes en ce moment. Alors comment je vois l'avenir de tout ça ? Je sais pas. Le mec positif qui en moi a envie de le voir radieux. Le mec qui a fait 300 € de chiffre d'affaires depuis décembre 2019 a envie de te dire, je vais trouver d'autres choses, mais ce sera plus pareil. Je pense que l'avenir nous le dira. Moi, j'ai envie que ce soit radieux. On va clôturer tout doucement cet épisode. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Écoute, non, pas particulièrement. Je te remercie pour le temps que tu as accordé à ma petite parole et à la bienveillance que tu as apportée. C'était vraiment très chouette. On peut peut-être te suivre sur les réseaux ? Bien sûr. Sur Instagram, Facebook ? Ouais, sur Instagram. YouTube ? YouTube. C'est simple en fait. Tu prends mon nom et mon prénom, tu le tapes où tu veux et tu me trouves. Ok. Donc, métainier.quentin sur Instagram, Quentin Métainier sur YouTube. Sur Facebook aussi, si tu veux. Hein. Tout est possible, tout est imaginable. Et peut-être sur d'autres plateformes, qui sait. Je vais peut-être avoir d'autres lubies et puis je vais me dire, c'est pas mal ça. Ok, merci. Si on a envie de prolonger ce moment avec toi, faut qu'on écoute quoi comme musique ? Il faut que t'écoutes La ville s'endormait de Jacques Brel. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi.